Deuxième domaine, c'est l'agriculture. Maintenant, on parle de l'agriculture de précision. Donc, on peut utiliser le drone dans les suivis de culture en cas des stress. S'il y a des stress dans les cultures, soit des maladies, des insectes, ainsi de suite. Et le cas des applications chimiques, si vous voulez faire les applications d'engrais ou de pesticides, et la gestion des terres. Donc, lorsqu'on parle de la gestion des terres, parfois, dans des parcelles, on trouve des problèmes de drainage. On peut cartographier ça avec un capteur LIDAR. On peut avoir une information sur le terrain brut. Et il y a des applications qui vont être détaillées dans la troisième partie de ce webinaire par M. Paul. Donc, comme vous voyez ici, c'est image. Donc, image, c'est pas image, une photo, on peut dire une photo aérienne. Donc, à travers cette photo, l'information n'est pas claire, mais juste avec l'utilisation de certains éléments, on peut avoir des informations extraordinaires avec des calculs, avec les calculs nécessaires. Donc, la troisième partie, on peut dire les études environnementales. On peut utiliser dans la gestion des forêts, dans la gestion de littoral. Donc, littoral, par exemple, si vous voulez faire des suivis, s'il y a des problèmes d'érosion, d'altération, ainsi de suite. Il y a la partie des animaux, des fonds sauvages. Maintenant, le drone, il est vraiment utilisé pour compter le nombre des animaux. Et ici, un exemple d'un projet qui était dans Sud-Africa pour compter les animaux sauvages. Il utilise les drones. Et la méthode, elle est d'une manière qui est bien sûr manuelle au niveau psychique. Ici, autre utilité de drone, mais avec un capteur qui est infrarouge. On va voir ça. Et finalement, il y a cette démonstration de drone. Cette démonstration utilise l'intelligence artificielle. Maintenant, vous pouvez lier vos drones avec des applications de l'intelligence artificielle. Soit vous pouvez acheter des applications, soit vous pouvez programmer. Donc, il est très simple. On parle de machine learning et deep learning. Voilà. Dans la partie de génie civil, il y a les inspections des infrastructures. Sinon, il y a les exploitations minières. Ce projet il était réalisé par la société Figro PV Geospatial pour localiser les lignes électriques. Il utilise un drone équipé avec LIDAR. Bien sûr, ce drone il est lié avec un système GNSS pour bien géoréférencer et cartographier les éléments. Et c'est autre élément avec une caméra multispectrale. Donc, comme vous le savez, on peut utiliser le drone dans les stocks minières. Et aussi, cette partie va être démontrée par M. Ali. Voilà. Et finalement, dans le cas des risques naturels, on peut cartographier les catastrophes, on peut faire la surveillance des risques. Et bien sûr, maintenant, on peut utiliser le drone pour livraison d'urgence. Ça, c'est exemple d'un projet d'inondation qui était cartographié par un drone. Ok, c'est très bien. Donc, tous ces projets, c'est parmi les applications de drone. Mais la question qui se pose, est-ce que, même drone, par exemple le DJI Phantom ou la DJI, n'importe quel drone, est-ce que l'ensemble de ces projets va être réalisé par un seul drone? Est-ce que même type de drone? Donc la réponse, non. Pourquoi? Tout simplement, lorsqu'on parle d'un drone, voilà, ça c'est drone. En réalité, c'est UAV. C'est une Manned Aerial Vehicle. C'est très bien. Ça s'agit juste d'une plateforme qui va être volée. Voilà. Une plateforme à la capacité de vol. Mais on distingue avec un drone, c'est-à-dire un appareil qui va être équipé avec caméra photo. Voilà. On peut équiper le drone avec téléphone. Il va prendre des photos. Donc maintenant, on va parler des photos aériennes, comme ça. Donc des photos normales. Et sur ces photos, on peut faire n'importe quoi. Il y a deuxième partie. On parle des caméras multispectrales. Qu'est-ce que ça veut dire caméra multispectrale? Caméra normale a la capacité d'observer dans le visible, c'est-à-dire RGP, des images en red, green, bleu. Quelque chose de normal. Mais le multispectral a la capacité de cartographier dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, aussi dans les micro-ondes. Voilà, on parle des caméras multispectrales. Ça, exemple, dans l'agriculture de précision, d'une manière générale, dans l'agriculture de précision, on utilise des drones avec caméra multispectrale, sinon avec un LIDAR. On peut équiper notre drone avec cela. On est obligé, avec drone, on a besoin des notions de base. On a besoin de savoir-faire
dans le domaine de la géomatique. Lorsqu'on parle de la géomatique, il y a beaucoup d'outils. On parle de la télédétection pour détecter à distance. Il faut savoir les différents éléments des spectres électromagnétiques. On parle de la cartographie. C'est les éléments pour dessiner un plan. Il faut savoir les méthodes artistiques et techniques. On parle de GPS, GNSS. Il faut comprendre c'est quoi un système GNSS pour bien localiser les points. Et on parle de SIG, qui est un système d'information géographique. Voilà. Donc maintenant, avec la géomatique, cette photo va être comme ça. On peut faire une classification. On peut extraire la superficie. On peut extraire le nombre des constructions. N'importe quoi. Cette photo, avec la télédétection, vous pouvez calculer des indices, le NDVI, le Moisture Index, n'importe quel indice, l'indice de l'eau. Voilà. Et cette photo, on peut faire quelque chose comme ça. Si vous avez les notions de base en cartographie, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Donc maintenant, vous pouvez ajouter un drone, mais n'oubliez pas d'apprendre la géomatique. C'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est terminé concernant ma partie. C'est la partie de drone civil, utilisation et domaine d'application. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis à votre disposition. Donc, voilà. Merci. La parole à vous, Oussama. Merci, monsieur Medislami, pour cette présentation. C'est très intéressant de savoir utiliser ou bien d'avoir une formation solide pour utiliser ces nouvelles technologies. Et bien sûr avec les outils de géomatique. Bon, on passe à la deuxième présentation qui sera présentée par Monsieur Ali Ashbour. À vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Oussama. Bonjour à tous les intervenants. Si Mehdi, vous étiez très clair. J'espère que Paul aussi sera très clair aussi. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Bon, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Et ça marche. Très bien. Bon, alors, durant ma présentation, je vais essayer juste de vous parler d'une manière plus pratique, puisque notre société qui est Jones Technology, nous sommes spécialisés dans l'optimisation de la production. Dans différents secteurs, et je vais vous donner des cas, on va dire, palpables dans les carrières à ciel ouvert, puisque ce sont et les inspections des éoliennes, ce sont les deux domaines les plus demandeurs en termes de services par drone au Maroc. Et je vais vous donner, on va dire, des cas concrets, comment ce drone-là a pu faire la différence par rapport aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire qui était un vrai, on va dire un vrai outil qui a changé, on va dire, les deux industries, hein, soit le carrière ciel ouvert, soit les inspections des éoliennes. Et puisque nous sommes un pays qui est très riche en termes je vais dire, d'agrégats, et en termes d'énergie renouvelable, nous sommes un pays de destination de plusieurs sociétés mondiales pour y investir, que ce soit dans le domaine des éoliennes, que ce soit dans le domaine des panneaux photovoltaïques. Je vais essayer juste de parler brièvement sur le drone, ce que nous utilisons, d'accord, pour faire le choix. Par la suite, je vais parler des différentes applications du drone dans différents domaines. On va parler chiffres, hein, je vais parler plus techniquement sur le volet application. Par la suite, je vais vous donner l'exemple, on va dire, dans le domaine des carrières. Bon, j'ai eu l'accord finalement du client ce matin-là pour pouvoir, on va dire, vous donner un aperçu sur le rapport qu'on donne. Et les éoliennes, malheureusement, on n'a pas pu avoir l'accord. Je vais vous parler d'une manière, je vais dire aussi chiffres, mais je ne vais pas pouvoir donner, on va dire, un cas qui est concret. Bon, dans un premier temps, il faut savoir que le drone, comme a dit Mehdi, ce qu'on appelle les fixed wing avec les ailes fixes, nous avons les multirotors qui ont plusieurs moteurs, soit quadro, soit 4, soit 6. Et nous avons le drone hybride. Hein. C'est une société qui est allemande, qui vient de rentrer au Maroc et qui a fait, on va dire, la différence.
mais les drones, on va dire, restent, les drones, on va dire, multirotors restent moins chers que les autres drones. D'accord? Et ils restent plus flexibles. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez faire tout avec un drone multirotor, mais vous ne pouvez pas tout faire avec un drone à aile fixe. D'accord? Et l'hybride aussi, vous pouvez tout faire, mais il est limité. Dans la partie, par exemple, inspection, vous pouvez faire uniquement les inspections avec un drone, on va dire, multirotor. Alors, passons maintenant, on va dire là, parce que je ne voulais pas, on va dire, reprendre ce que Mehdi a dit, donc pas besoin de rentrer, on va dire, plus dans les détails sur le drone. Alors, par la suite, tant qu'on on parle opération, je vais vous parler, on va dire, sur les différents types d'opérations par drone que nous faisons, c'est-à-dire au Maroc. Alors, vous avez le premier type, ce qu'on appelle le VLOS, c'est Visual Line of Sight, c'est-à-dire le drone reste à vue, c'est-à-dire vous pouvez le voir, et il ne va pas dépasser les 100 mètres, d'accord, de circonférence sur le télépilote. Là, ce sont le VLOS, c'est ce qu'on applique, on va dire, dans les inspections des toitures, ce qu'on applique pardon, dans la partie cartographie, dans la partie cartographie dans le domaine de l'agriculture de précision, et aussi, on va dire, dans les filmmaking, c'est-à-dire dans les tournages, etc. Alors, une fois, on parle de e-VLOS, c'est-à-dire extended, c'est-à-dire l'étendue, c'est-à-dire si on parle de VLOS, on parle de 100 mètres, si on parle de e-VLOS, on parle de 1 km. C'est-à-dire si le drone il est à 1 km, nous devons avoir deux opérateurs, d'accord? Nous avons le premier opérateur qui a la télécommande, qui gère, on va dire, le drone, et vous avez le deuxième opérateur qui se trouve, je veux dire, à 500 mètres du premier, et on va dire qu'il est là juste pour assister le premier opérateur. Là, quand je vous parle de ces types d'opérations, je vous parle des opérations qui sont manuelles. D'accord? On parle des opérations qui sont manuelles. Parce que si jamais on parle des opérations qui sont automatiques, on ne va pas de VLOS, ni de e-VLOS, ni de b-VLOS. On va parler, c'est une opération qui est automatique et qui dépend de votre c'est-à-dire précision requise. Alors, le e-VLOS, on a besoin d'un deuxième opérateur. Ça, on le fait très rarement au Maroc. Et vous avez la troisième, on va dire, le troisième, on va dire, type d'opération, ce qu'on appelle le b-VLOS. Le b-VLOS, c'est que quand vous ne voyez plus le drone et vous avez un seul opérateur. Alors, dans ce cas-là, là, on ne le fait pas encore au Maroc, mais quand on fait, ça se fait par exemple en Europe, quand on fait les inspections des éoliennes, par exemple, en offshore, d'accord? Là où le télépilote n'a pas accès, on va dire, à la structure à inspecter. Alors par la suite, si on parle aussi de BVLOS, on parle de la livraison par drone. C'est ce qui n'est pas encore fait au Maroc, ou bien, on va dire pourquoi ce n'est pas encore fait au Maroc, parce que nous avons c'est tout un système à développer, que ce soit pour la livraison, que ce soit pour autre chose. Mais pour la livraison, par exemple, ça a été appliqué en Afrique subsaharienne pour la livraison du sang aux hôpitaux, par exemple, par drone. Donc là, ce sont les trois types d'opérations. Là, nous allons parler uniquement des opérations, le VLOS, c'est-à-dire le drone reste à vue. C'est-à-dire l'opérateur, il peut voir le drone. Alors dans notre cas, on va dire dans notre entreprise, on n'utilise pas les deux autres, on utilise uniquement le VLOS et on utilise, on va dire, les drones à multirotor. D'accord? Ces drones-là multirotor, pourquoi on les a choisis? On n'a pas choisi, on va dire, les drones à aile fixe, parce que les clients que nous avons, c'est-à-dire Agence Technologie A, ce sont des clients qui n'ont pas de grande, on va dire, de grande superficie et qui demandent, on va dire, une finesse et une précision qui est très grande. Donc si je parle d'une grande précision, je parle d'une grande finesse, on ne va pas dépendre uniquement des missions automatiques, mais nous avons plusieurs missions qui sont manuelles. D'accord? Et si vous parlez des missions manuelles, c'est-à-dire des drones qui sont contrôlés manuellement,
le fixed wing, c'est-à-dire les ailes fixes, vous allez juste les utiliser à cartographier et prendre des photos des grandes superficies. Pour la topographie, oui, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez des grandes surfaces à topographier, à cartographier, que ce soit 500 hectares, 600 hectares, là vous pouvez le faire. Si vous avez plusieurs détails, ça va vous prendre énormément de temps. Et en plus de ça, le drone à aile fixe, il est très sensible à la vitesse du vent. C'est-à-dire, il est très sensible. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on lance un fixed wing, si jamais il y a une perturbation au niveau du drone, d'accord, ça commence à vibrer et il descend. Il revient. Le multirotor, non. Le multirotor, il s'adapte à la vitesse du vent et il continue sa mission. D'accord. Alors bon, pour les applications, là, je vous montre, on va dire, un tableau. Je vous invite déjà à voir notre fournisseur, ce qui est le John Industry Insights. Ils ont de très belles, on va dire, si vous voulez avoir plus d'informations dans une seule, on va dire, dans un seul tableau, ou bien ce qu'on appelle des infographies, là, vous pouvez les consulter et ils ont des rapports magnifiques, on va dire, concernant le domaine du drone. Alors là, vous voyez que il y a plusieurs industries qui utilisent le drone et la plupart, on va dire, des industries, ils demandent la cartographie par drone. Très peu d'industries qui demandent soit juste la photographie ou bien, on va dire, la cinématographie, ou bien les inspections. Alors nous, on va se concentrer sur deux volets. Ce que je vais faire, on va dire, la présentation par la suite, je vais vous donner en chiffres comment les énergies. Ils utilisent les drones en inspection à 83%. Le reste, c'est du cartographie. Ce n'est pas très demandé dans ce domaine-là. Et vous avez le domaine des carrières à ciel ouvert qui demande, on va dire, les deux, les inspections et la cartographie. Nous, on fait les deux. On fait les inspections et la gestion des carrières par drone uniquement. Alors, vous avez 55% qui est demandé dans la partie cartographie, uniquement par drone, et vous avez les 38% qui sont demandés en inspection. Vous allez voir qu'il y a d'autres secteurs, on va dire comme le secteur d'information qui demande uniquement la cinématographie ou bien la photographie par drone, ce que vous voyez, on va dire, aux chaînes marocaines. Et vous avez, je vais juste donner un autre exemple, qui demande uniquement, on va dire, la pulvérisation par drone, c'est l'agriculture. D'accord, c'est le seul, on va dire, qui demande la pulvérisation par drone. Alors par la suite, je vais on va se concentrer sur ces deux indicatifs-là, sur la cartographie et les inspections des deux secteurs, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou bien dans le secteur des carrières. Alors là aussi, c'est une autre infographie qui nous explique, on va dire déjà, il nous donne une idée sur le marché du drone qui est estimé en 2026 à 41 milliards de dollars comme marché. Et là où vous avez uniquement la partie, c'est-à-dire le drone qui est déployé en secteur d'énergie, il est à 6 milliards de dollars. D'accord, ça, à chaque fois, chaque année, les estimations, ils sous-estiment le marché. Chaque année, chaque analyse, à chaque fois que le fournisseur, on va dire, nous donne des analyses, là, vous avez toujours une sous-estimation. Alors là, nous allons se concentrer sur cette partie-là, on va dire dans la partie de la génération, on va dire Power Generation and Distribution, c'est-à-dire dans le secteur des éoliennes, qui demande à 1000% les inspections par drone. Pourquoi? Alors maintenant, nous allons voir comment ce drone-là a pu changer, on va dire, les deux secteurs, que ce soit dans le secteur des carrières à ciel ouvert ou que ce soit dans le secteur des éoliennes. Alors, je vais commencer par le secteur des carrières. Alors, l'apport du drone dans le secteur des carrières, il faut savoir une chose, c'est que c'est une question de temps dans le secteur des carrières et c'est une question de précision. Quand on parle de précision, c'est une précision au niveau du drone qui est, je vais dire, centimétrique, au niveau du X, Y et Z, et vous avez une précision millimétrique au niveau, on va dire, c'est-à-dire des calculs, au niveau des calculs des stocks, ou bien du volume exploité, au niveau du gisement. Alors, ces deux
c'est-à-dire la différence de précision entre les méthodes, on va dire, conventionnelles et les méthodes quand on parle qu'ils ne vont pas tout faire, c'est impossible qu'ils fassent tout. Si on demande beaucoup de temps, on demande beaucoup d'argent. D'accord? C'est-à-dire là, on paye plus dans les méthodes traditionnelles. Et vous avez le nombre, on va dire, du risque qui est élevé. Si on parle d'humain, c'est-à-dire à chaque fois qu'on intègre l'humain dans une activité, on parle d'un risque. D'accord? Là, on ne parle pas d'un risque. Là, on parle du temps qui est à 20 fois plus rapide comparé aux méthodes traditionnelles. Vous avez la partie argent qui est 3 fois moins coûteux, d'accord? Et vous avez 50% d'effectifs en moins, c'est-à-dire là, si j'ai besoin de je vais dire deux techniciens topographes pour qu'ils fassent le lever, je vais juste donner un exemple de 60 hectares. Là, le drone, il va le faire avec un seul télépilote. Et nous allons faire le lever de ces 60 hectares. 60 hectares, je peux parler de 10 minutes pour 60 hectares. Par la suite, 2 minutes à une précision de 3 cm par pixel. 50% d'effectifs en moins, et là on parle de zéro risque. Pourquoi? Parce que c'est le drone qui fait tout à la place de l'humain. Je ne vais pas dire que nous allons juste écarter les levées topographiques, etc. Non. C'est ce qu'on appelle des GCP, des Ground Control Points. C'est-à-dire les points de contrôle qui sont là et qui fixent. D'accord? On le fait une seule fois. Et par la suite, on fait le calcul des stocks uniquement par drone. D'accord? On écarte pratiquement dans le calcul des stocks et le volume exploité le facteur humain. Sur les produits qu'on fait, vous avez l'état des stocks et gisements et vous avez l'aménagement de la carrière. Alors par la suite, je vais juste vous donner ici, comme je vous ai dit. Alors nous avons eu tout à l'heure l'accord, on va dire, du client pour qu'on puisse, on va dire, partager un document avec vous. Quand vous voyez, je vais juste vous donner, on va dire, un astuce sur le rapport qu'on fait. Bien sûr, ça, c'est la situation géographique, etc. Là, vous voyez, on va dire, c'est un exemple qu'on fait sur le calcul des stocks. D'accord? Les stocks de toute une carrière, ils sont calculés le même jour. D'accord? On donne l'état d'art au client le même jour. La précision, il est millimétrique, on va dire, du calcul. Et par la suite, on passe à un tableau. Là, on a enlevé, on va dire, les types de matériaux pour ne pas, on va dire ce que le client exploite. Et par la suite, vous avez, là, c'est la même chose, d'accord? Sauf que c'est un terrain qui est accidenté. Là, on n'a pas de souci. Et par la suite, vous avez là la justesse, on va dire, c'est-à-dire la précision de la prise de vue qui a été faite. D'accord? Et par la suite, vous avez, ici au Maroc, du domaine des carrières, on va dire, paye une impôt annuel sur le volume exploité, d'accord, en mètres cubes, d'accord. Là, c'est le volume exploité, on donne, on va dire, ça c'est un modèle 3D, hein, c'est-à-dire si jamais on l'ouvre sur le logiciel, là, nous avons, on va dire, on pourra le voir en 3D. Là, on pourra voir facilement le volume exploité entre deux dates, bien sûr, d'accord, et vous avez là où le client a exploité. Pas uniquement, on va dire, le volume, mais l'endroit exact et le volume exact qui a été exploité par le client. Ce qui n'est pas été fait auparavant par les méthodes traditionnelles. C'est un pas vraiment vers l'avant. Pourquoi? Parce que ça donne plus de confiance au client, c'est-à-dire au client donneur d'ordre, je vais dire, c'est-à-dire celui qui gère, on va dire, la carrière. Et alors aussi, c'est un exemple, d'accord, des deux carrières. Et puis le rapport, pourquoi je vous dis que les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire dans tous les aspects. Alors par la suite, je vais juste vous parler, on va dire, des éoliennes. Les éoliennes, le point fort du drone au niveau des inspections des éoliennes ici au nord du Maroc, futurement, on va dire dans le futur proche, nous allons passer installer en offshore. Alors là, les éoliennes, je vais juste passer brièvement parce qu'il y a Paul qui va faire la présentation dans quelques minutes. Alors, vous avez
l'intelligence artificielle qui est intégrée dans le domaine des inspections des éoliennes. Je vais juste vous donner un chiffre. C'est ce qui a fait que la plupart des clients choisissent le drone au niveau des inspections des éoliennes. C'est que les éoliennes, c'est 45 minutes au lieu de 3 heures d'inspection par éolienne. Secondo, c'est 3 mm de précision au niveau, c'est-à-dire des fractures qui se trouvent dans les pales des éoliennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éolienne, c'est-à-dire la composition d'une éolienne, c'est-à-dire les 3 pales, ça coûte environ entre les 30 000 et 50 000 euros, c'est-à-dire 300 000 dirhams jusqu'à 500 000 dirhams pour chaque pale, pour les 3 pales. Alors, pour une inspection qui va prendre 45 minutes avec une précision de 3 mm, ça va nous réduire le risque de les pales. Ce qu'on fait au Maroc, c'est que quand on fait, on détectalise les fissures et il y a un rapport, il y a une norme européenne qui est appliquée au Maroc. C'est un rapport, nous avons une norme, on va dire, des standards, ce qu'on appelle des standards européens, qu'on respecte sur un rapport. Alors, on donne la fissure, la taille de la fissure et la géolocalisation de la fissure. Alors, à ce moment, l'humain, maintenant, il fait plus de... Avant, là-haut, ils font les inspections par les cordes. Maintenant, on ne fait plus d'inspection par les cordes et on passe maintenant à l'intervention humaine au niveau de la réparation des pales des éoliennes. D'accord? À ce moment-là, on parle pas uniquement optique, c'est-à-dire là quand on parlait de cordes, c'est-à-dire c'est l'humain qui doit détecter les fissures, on parle d'optique plus thermique. Alors l'optique, ça nous donne une idée sur la taille de la fissure et le thermique, ça nous donne une idée sur l'intérieur de la pale. On a une idée sur l'intérieur de la pale s'il se comporte bien ou pas. Par la suite, vous avez, là on parle de durée, on parle de la taille de la défaillance, on parle de la technologie et on parle de l'effectif. Maintenant, on a plus de 3 personnes par éolienne. Nous avons une seule personne, c'est-à-dire un seul télépilote. Et dans le domaine des éoliennes, on fait l'inspection manuelle. On ne fait pas l'inspection automatique. D'accord? Alors, ces deux facteurs-là, c'est-à-dire le drone et l'intelligence artificielle, font que on dépense moins on dépense moins au niveau de l'effectif et on gagne de l'argent au niveau de par prise de décision, par inspection préventive. Alors, ces deux domaines-là, comme je vous ai dit, deux domaines qui sont, on va dire, qui demandent beaucoup. Je vous demande pas des éoliens puisque le client nous a pas donné, on va dire, son accord. Et bon, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous les laissez, on va dire, à la fin du webinaire, après la présentation de Paul. Et je serai honoré de répondre à vos, on va dire, à vos questions. À toi la parole, Oussama, et merci à vous. Merci, Monsieur Alias pour cette brillante présentation de cette technologie qui facilite et rend les interventions plus rapides et plus précises. Maintenant, on passe à la dernière présentation de Monsieur Paul. À vous la parole, Monsieur Paul. Ok, merci beaucoup à mes prédécesseurs pour leur présentation. C'était tout à fait très bon. Merci beaucoup aussi à Monsieur Oussama, aussi, qui est le modérateur de ce webinaire. Donc, je vais partager mon écran. Alors, moi, je réponds au nom de Nyasingbe Paul. Je suis pilote de drone professionnel au Togo. Et je suis technicien SIGO aussi, consultant partenaire de RFS Consulting. Comme je le disais, je tiens à remercier mes prédécesseurs et je remercie Oussama aussi, qui est le modérateur de cette présentation. Je tiens à remercier aussi M. Christian Mouyaya, qui est le PDG de RFS Consulting au Congo, plus précisément à Kinshasa. Donc eux aussi, ils œuvrent aussi au service de la géomatique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage des drones dans le domaine agricole. Durant ma présentation, je vais parler des généralités sur les drones civils. Je vais parler aussi des différentes utilisations des drones dans le domaine agricole. Et je vais parler aussi des drones au service de l'agriculture de précision, précisément, qui est l'objectif de notre présentation aujourd'hui. Juste après ça, je vais parler des étapes d'intervention en agriculture de précision, l'intérêt du drone au niveau de l'agriculture de précision, les limites et quelques drones à utiliser au service de l'agriculture de précision. Sans tarder, nous allons passer à la présentation pour parler des généralités sur les drones civils.
Alors, comme les uns et les autres l'ont déjà défini, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Les drones, ce sont des engins volants, tout simplement, et qui peuvent être sans personne à bord, qui peuvent être guidés automatiquement ou bien manuellement. Alors, ils sont de plus en plus répandus et pour leur apport d'informations nouvelles, leur rapidité et leur autonomie. Alors, nous disons aussi que les drones, peut-être les uns et les autres pensent que c'est pour du loisir, mais ça ne se limite pas seulement au loisir, mais ça passe aussi dans le domaine professionnel et nous trouvons leur utilisation dans beaucoup de domaines, comme les domaines précités par mes prédécesseurs. Aussi, il y a la topographie, la cartographie, les mines en agriculture et foresterie, qui est notre domaine d'étude. Au niveau de la sécurité et défense aussi, les recherches, sauvetage, inspection, communication, gestion des risques catastrophes, archéologie, transport, électricité, utilité, télécommunication et beaucoup d'autres choses encore. Nous allons voir quels sont les domaines d'application des drones dans le monde agricole. Alors, avant de parler de ça, nous disons que de nos jours, la télédétection est la fonction première du drone au niveau du service agricole. Elle demande cependant l'utilisation des outils pointus pour aider à faire de l'agriculture de précision. Donc, nous avons des outils d'analyse et de surveillance et des traitements de culture. Alors, nous avons quelques domaines que j'ai cités ici. Nous avons les contrôles et la surveillance des cultures. Précisément, aussi, nous faisons de la cartographie, l'épandage et le largage, la technologie au service au niveau de la foresterie aussi, la technologie des drones au niveau de la foresterie et les drones au service de l'élevage aussi. Tout ça, nous englobons ça dans les domaines d'application dans le monde agricole. Alors, nous allons passer dans une autre partie carrément pour parler brièvement de l'agriculture de précision. Dans les services, le drone au service de l'agriculture de précision. Avant d'entamer cette partie, je tiens à vous informer que le drone de l'agriculture est très large et nous allons juste parler d'une brève partie pour vous éclairer. Donc, s'il y a des gens qui veulent encore plus de précision jusqu'au terme des présentations, vous pouvez poser des questions aussi. Et je tiens aussi à éclaircir une phrase. Le drone ne fait pas l'agriculture de précision, mais il aide à faire l'agriculture de précision parce qu'il y a beaucoup d'outils qui rentrent en jeu. Non seulement les images vont aider à collecter les données, mais il y a les données relevées sur le terrain, comme les données au niveau du sol qu'on collecte à amener au laboratoire pour des différentes analyses et ensuite les interprétations. Et il y a beaucoup aussi des données qui sont relevées, des données comme le LAI, LAC et autres choses encore. Alors, nous allons passer pour parler de l'agriculture de précision. Tout simplement, l'agriculture de précision, c'est d'utiliser des nouvelles technologies pour augmenter le rendement d'une parcelle, optimiser le travail des agriculteurs et réduire la consommation d'énergie. Donc, en quelque sorte, c'est ça, j'ai résumé en 3 points ici, que vous voyez sur mon diapo. L'optimisation et l'utilisation des engrais et des pesticides en fonction des zones, dans l'adaptation de l'irrigation et l'arrosage selon l'état de chaque parcelle, et la détermination, la détection et l'anticipation du rendement. L'agriculture de précision utilise des moyens d'observation et des outils d'aide à la prise de décision. Alors, comme moyen d'observation, nous avons les satellites, les drones et en plus les capteurs connectés. Maintenant, comme les outils d'aide à la prise de décision, nous avons les applications web mobiles comme les applications QGIS, ArcGIS et les Pix4D Mappa, Pix4D Field, Agisoft, Metashape aussi. Donc, c'est beaucoup de logiciels d'aide à la prise de décision aussi. Alors, nous allons voir l'intérêt environnemental de l'agriculture de précision. Comme je le disais au début, les drones agricoles ont la particularité non seulement de filmer pour réaliser des inspections visuelles des terres et des parcelles, mais aussi ils nous aident à repérer les adventices ou les dégâts, les nuisibles, le niveau d'azote, de chlorophylle, la biomasse,
les taux d'humidité, de stress hydrique. Et le drone nous aide aussi à détecter les foyers de mauvais herbes dans le champ, à constater les dégâts sur les cultures et intervenir rapidement, à calculer les surfaces des champs, et réaliser les modélisations 3D, 2D à travers la cartographie, et calcul des pourcentages des pentes, l'extraction des bassins versants pour aider à l'aménagement, les calculs des indices. Nous avons deux indices généralement, le NDVI et le NDRE. Et il nous aide aussi à travers les cartes à faire l'aménagement des champs. Avant de parler des étapes d'intervention, nous allons essayer de brancher un peu sur le choix de l'équipement qui revient en dernière partie dans ma présentation. Alors, un professionnel en imagerie doit s'équiper de son drone multirotor ou bien aile volante pour emporter les différents capteurs. Donc, les capteurs multispectrales, ça dépend, hyperspectral, multispectral ou bien capteur dans le visible RGB qui va utiliser pour surveiller son champ, bien vérifier la biomasse ou bien l'état, les foyers de mauvais herbes. Et pour achever les étapes d'intervention, nous allons passer par d'abord la captation des données. Ici, nous allons parler plus précisément de la technique de photogrammétrie qui consiste à collecter les images géoréférencées et les ramener, les traiter avec des logiciels spécifiques pour avoir des orthophotos. Et à partir de ça, nous pouvons extraire les modèles numériques de terrain, les modèles numériques de surface et tout ce dont nous avons. Alors, cette étape permet généralement de collecter les données à traiter sur des petites parcelles ou des grandes parcelles. Ici, il est question de collecter des données de grande précision à l'aide du drone. Alors, si c'est que nous savons que notre drone ne peut pas le faire, nous pouvons utiliser des stations de base combinées pour le faire. Nous allons passer à l'étape 2 pour parler du traitement et l'analyse des données. Donc, juste après la capture des données, nous allons traiter ces données et ensuite les analyser. À cette étape, nous avons le traitement des données traitées et la détection des zones à traiter. Donc, si vous voyez sur ma diapositive, j'ai mis des zones de stress. Donc, les zones de stress, c'est les zones détectées après analyse. Et ce sont ces zones qu'on doit traiter. Donc, l'étude et l'analyse de ces parcelles de stress par la cartographie NDVI ou bien NDRE à l'aide des outils de décision dans l'agriculture pour détecter des zones à traiter en fait. Alors, cette technique permet donc aux agriculteurs de mieux faire des économies, de gérer les cultures, d'augmenter le rendement en ne traitant pas tout le champ, mais de traiter les zones spécifiques. Nous allons passer en troisième position pour parler de l'action ciblée. L'action ciblée ici, c'est l'étape qui permet de pondre les produits à l'aide des drones de pulvérisation. Donc, si vous voyez, nous avons un drone qui est en train de faire les lignes d'épandage au niveau des zones de stress. Donc, quand le drone va quitter pour faire le traitement, c'est juste des zones spécifiques qu'il va traiter. Donc, c'est en ça l'avantage du drone par rapport aux outils archaïques, en fait. Donc, l'épandage, ici, c'est l'intervention avec les cultures, bien, les corrections pour améliorer l'état de santé des cultures. Alors, ici, les drones de pulvérisation sont utilisés pour des applications des engrais, des herbicides, des pesticides, généralement pour les produits phytosanitaires en fait. Donc, cette façon de faire, avec l'épandage, nous revient encore très cher, très moins cher plutôt, et plus rapide. Et on le fait avec en toute sincérité de précision. Alors, nous allons évoluer pour parler de l'intérêt du drone au niveau de l'agriculture de précision. L'intérêt fixe ici, c'est l'accessibilité aux parcelles. Parfois, il y a des gens qui ont beaucoup de champs et quand tu arrives au champ, tu ne sais pas quelle partie commencer par vérifier et laisser quelle partie. Donc, avec le drone, tu as accès à tout ton champ. Tu te mets dans une seule parcelle ou bien dans un seul lieu et tu as accès à tout le champ. Tu peux vérifier avec les drones. Donc, les drones nous apportent aussi une haute résolution
par rapport aux données satellitaires. Alors, avec les drones, nous avons les données de précision centimétrique par rapport aux images satellitaires. Donc, nous avons la possibilité aussi d'intégrer différents capteurs, comme les capteurs LIDAR, hyperspectral, multispectral aussi, et les capteurs RGB aussi, pourquoi pas. Donc, nous avons aussi comme intérêt le coût d'acquisition du drone qui est très faible par rapport aux engins volants, comme les avions qu'on utilisait dans le temps aussi pour les avions, pour l'épandage et pour la surveillance aussi des champs. L'intérêt aussi, c'est le suivi agronomique, car on maîtrise le moment de prise de vue. Alors, je prends un exemple terre à terre par rapport aux images satellitaires, aux images des satellites en fait. L'imagerie satellitaire, on ne peut pas maîtriser le moment du passage de notre satellite pour dire non. Il ne faudrait pas qu'il fasse sombre pour que nos images soient claires ou autres comme ça. Mais avec le drone, on peut le faire à tout moment. Le suivi de notre champ, on peut retourner à tout instant pour le faire. Donc, on n'attend pas les périodes comme le satellite. Nous allons parler des limites de la technologie des drones. Et la technologie des drones au niveau de l'agriculture présente beaucoup d'avantages. Néanmoins, il y a aussi des limites aussi. Les limites comme la réglementation aussi, qui dépend de chaque pays. Donc, il y a la réglementation, je ne peux pas trop détailler ça. Nous avons les zones interdites aussi qui ne nous sont pas accessibles avec les drones. Et le drone présente un problème de stabilité aussi. Donc, ça dépend du drone qu'on veut utiliser. Parfois, il y a les aléas climatiques comme les vents et le climat aussi, les périodes de pluie où on ne peut pas utiliser les drones. Maintenant, nous avons l'autonomie aussi. Il y a des gens qui veulent l'utiliser peut-être toute une journée, mais pour le moment, cette technologie n'est pas encore arrivée à là. Mais vous pouvez acheter beaucoup de batteries pour doper ça. Alors, nous sommes presque à la fin de notre présentation et je vais terminer par le choix du drone dans l'agriculture de précision. Ici, je fais le choix par rapport aux drones qu'un débutant peut utiliser. Il y a plein de drones qu'on peut utiliser dans le domaine agricole, mais déjà pour les débutants, ou bien quelqu'un qui veut mettre en place un projet d'agriculture de précision, il a juste besoin d'un DJI Phantom 4 multispectral, qui est un rotor quadricoptère qu'il peut utiliser au service de l'agriculture de précision. Nous avons le DJI Matrix 300 RTK aussi, qui est encore résistant au vent, qui peut embarquer les caméras Mica 5 Red Edge, qui est une caméra hypersexuelle et multispectrale. Nous avons la caméra Santera aussi qu'il peut embarquer aussi. Ce sont des caméras hyperspectrales. Nous avons la série des caméras Zenmous aussi qu'il peut embarquer aussi. Les caméras Zenmous sont des caméras RGB. C'est juste la surveillance dans le visible. Nous avons le Parrot Disco AG aussi, qui est une aile volante qui permet de couvrir de grandes surfaces aussi. Donc, c'est un drone qui est utilisé aussi au service de l'agriculture. Donc, c'est ces drones que j'ai présentés ici. Donc, ici, nous avons notre Parrot Disco et son capteur Sequoia aussi. Un capteur à 5 bandes, c'est un capteur multispectral. Donc, nous avons le Matrix 300, la caméra Santera et le drone Phantom 4 multispectral ici. Je suis à la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Donc, s'il y a des questions, des suggestions, nous sommes là aussi. Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur Paul, pour votre présentation. Donc, nous passons aux questions. On a reçu des questions concernant, voilà, la première question elle est posée par Jaber Zouhir. Bonjour, grand merci pour l'initiative. Merci de bien parler de la réglementation marocaine pour une mission de drone. Bon, je remercie déjà Jaber Zouhir pour la question. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la partie chat. Vous avez une icône comme un message, donc vous pouvez cliquer dessus et vous avez la possibilité d'envoyer un message. Donc, si Jaber, je vais juste vous répondre. La réglementation au Maroc, il est là depuis 2014, donc c'est pas une loi, d'accord? C'est juste un arrêté qui a été fait en 2014 suite à un événement majeur qui a fait qu'ils se sont réunis pour
on va dire pour déposer, on va dire l'arrêté. Alors l'arrêté, qu'est-ce qu'il dit? Le drone déjà, il est interdit au Maroc, strictement interdit. Si vous avez un drone de loisir que vous avez acheté en marché noir, etc., vous essayez de le voler, si un agent de l'autorité vous voit, ben, il a le droit de confisquer le matériel. Et si jamais l'agent n'était pas bien avec vous, ou bien il était très strict, ben, il a le droit de vous mettre en prison 3 mois. D'accord, donc voilà. Par la suite, vous avez, à chaque fois que vous voulez faire voler un drone, vous devez avoir une licence d'importation qui est demandée auprès des services, des autorités locales. Vous passez par Portnet, d'accord? Par Portnet, portnet.ma, ben, vous allez le visiter. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui doit importer quelque chose en dehors du Maroc, ben, il passe par cette plateforme-là. Et vous avez une investigation qui se fait sur vous, d'accord? Vous avez une investigation qui se fait sur vous et vous obtenez, on va dire, votre licence d'importation entre 4 semaines jusqu'à 3 mois. Peut-être que non. D'accord? Si vous avez des antécédents qui ne sont pas bons, etc. Ou bien vous voulez juste acheter, importer le drone sans aucune raison, là vous n'aurez pas, on va dire, la licence d'importation. Alors une fois que vous avez la licence d'importation, à ce moment-là, vous payez le drone et vous pouvez, on va dire, l'importer selon une licence. D'accord? N'importe quel drone, vous devez passer par cette étape-là de licence d'importation. Par la suite, vous avez, à chaque fois que vous voulez faire un vol, ben, cette licence d'importation-là, là où vous avez, on va dire, l'imputation douanière en bas, c'est-à-dire comme quoi vous avez vraiment, vous avez fait rentrer, on va dire, le drone au Maroc, cette imputation douanière-là avec la licence d'importation, vous la déposez à la province, au service DAI. Ce service-là, DAI, c'est lui qui prend, on va dire, en charge votre dossier pour la demande, pour l'autorisation de vol, selon une durée, d'accord? Et une raison. Et en plus de ça, on va dire dans votre dossier, il faut joindre la demande client. C'est-à-dire le client doit vous faire une lettre comme quoi nous, on autorise à la société X de faire voler le drone dans cet endroit-là. Et l'endroit doit être précisé avec les coordonnées géographiques. D'accord? Donc la base, moi je veux dire que la base, c'est la licence d'importation. Si vous n'avez pas de licence d'importation, vous ne pouvez pas avoir une autorisation de vol. Et vous ne pouvez pas faire voler, on va dire, votre drone. D'accord? Donc c'était ça pour la réglementation. Je vous ai donné, on va dire, toutes les étapes. Et c'est ça. Et il y a des zones qui sont strictes, d'accord? Au Maroc, les aéroports, d'accord? Vous allez le voir déjà sur l'application DJI ou bien n'importe quelle application. Tous les aéroports au Maroc, ils sont déjà digitalisés. Vous avez un secteur là où vous ne pouvez pas faire voler drone 60 mètres, là 120, etc. Donc c'est déjà fait au Maroc. Ce sont les aéroports, on va dire les différentes structures de l'armée royale, les palais royaux, etc. D'accord? Donc vous avez plusieurs secteurs. Là, si jamais vous avez la mission qui est proche de ce secteur-là, ben, il faut avoir une autorisation qui est spéciale. D'accord? Donc c'était ça. Je pense que j'ai répondu à M. Jaber Zoé. Oui, merci pour votre réponse, M. Ali. Monsieur Franck, comment arrivez-vous à distinguer des adventices des plats peut-être cultivés? Je pense que ça touche l'intervention de M. Paul au niveau de l'agriculture de précision. Monsieur Paul, vous pouvez répondre à cette question? Oui, oui. Ok, merci beaucoup à Monsieur Franck. Et la détection des foyers de mauvaises herbes se fait à travers l'intelligence artificielle. Donc, c'est toute une panoplie de filtres. Bon, c'est l'utilisation des filtres en fait, des filtres spécialement faits pour ça sur des caméras RGB. Au-delà de ça, les drones est capable de détecter différentes végétations. Donc, avec les filtres RGB, il est capable de faire ça. Donc, à travers des outils d'intelligence artificielle aussi, le drone est capable de faire ça. D'ailleurs, j'étais au Sénégal la dernière fois où on a travaillé sur un projet de comptage des oiseaux au ministère de l'Environnement, en fait, dans des parcs. Donc, ça se fait à travers l'intelligence artificielle. Donc, on détecte
un objet et on dit au drone, cet objet, et quand tu vois cet objet, signale-nous cet objet. Donc, c'est comme le comptage des arbres aussi au niveau dans le domaine de la foresterie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Merci. Merci, Monsieur Paul, pour votre réponse. Monsieur Franck, il nous a dit encore, l'usage du drone est-il rentable pour les petits agriculteurs, c'est-à-dire une superficie inférieure à 0,5 hectares? Bon, généralement, non. Inférieur à 0,5 hectares, bon, peut-être que c'est un champ d'expérimentation, sinon généralement ceux qui utilisent des drones, ça fera l'affaire. Mais sur des petites surfaces, généralement non. Ça va encore alourdir les dépenses pour rien. Oui. S'il vous plaît, monsieur Oussama. Il y a monsieur Franck Akwete aussi qui a posé une question de parler brièvement de la réglementation en matière d'usage du drone au Togo. Oui, vous pouvez intervenir. Donc, je tenais à l'informer que ce que M. Ali Ashbou vient de dire, c'est toujours la réglementation. Elle est un peu générale, un peu partout. Mais au Togo, il y a des réglementations spécifiques à chaque pays. Mais au Togo, actuellement, le drone n'est pas encore autorisé d'utilisation et les réglementations sont en train d'être mises en place. Actuellement, on est en train de travailler avec l'Agence nationale de l'aviation civile pour mettre en place la réglementation au Togo. Comme ça, tout le monde peut utiliser son drone comme il le peut. Et, mis à part ça, la réglementation primitive, c'est la réglementation française que nous utilisons dans nos domaines d'activité. Merci beaucoup. Merci. De ma part, j'ai des questions. La première question, c'est comment utiliser les images issues des drones dans la gestion urbaine. Si je pense, Mehdi Slami, si vous pouvez répondre à cette question. Concernant la gestion urbaine, on peut utiliser l'image, les photos aériennes, par exemple dans les bidonvilles. Par exemple, parmi les problèmes au niveau du Maroc, pour localiser l'extension des bidonvilles. Donc, par exemple, s'il y a un topographe qui va cartographier ces zones, il va être difficile d'entrer dans ces quartiers. Donc, vous savez, dans le Maroc, il y a toujours ces problèmes. Donc, on peut localiser ces zones à partir des drones. Et, par exemple, on va prendre les photos en 2020, d'autres photos en 2022, d'autres photos en 2024, et on peut faire une analyse diachronique avec la comparaison des photos, et on peut estimer soit est-ce qu'il y a une augmentation, ou l'inverse. On peut utiliser aussi les drones pour, par exemple, la cartographie. Par exemple, parmi les problèmes au niveau français, c'est de cartographier la nature du terrain. Par exemple, il y a des terrains. Maintenant, au niveau des bases, les bases de données, soit les bases de données de l'agence urbaine, soit les bases de données cadastre, par exemple, un terrain avec la nature PM. Mais maintenant, le terrain est devenu R+1. Donc, on peut utiliser les drones avec, par exemple, une intégration de l'intelligence artificielle. On va faire tout entraînement. Et puis, on peut créer des maps comme ça, avec les consistances, les nouvelles consistances, et on peut comparer ces éléments. Bien sûr, on peut utiliser aussi les drones s'il y a des risques naturels au niveau du milieu urbain. On peut cartographier les zones. Voilà. D'accord, merci. Oui, alors, juste pour revenir sur la réglementation, alors pour net, il faut avoir un profil d'importateur. D'accord? Donc, il faut avoir déjà une société. Secondo, il faut avoir dans la société import-export, pardon. Et vous pouvez ouvrir, on va dire, votre compte en ligne sur portnet.ma, d'accord, qui est géré par le ministère des Affaires extérieures, Tijara Al-Kharijia, qui est là, on va dire, ils ont le siège à Riyad, à Rabat. Et ils vont accepter, on va dire, votre profil. Ils vont vous créer, on va dire, votre compte pour net. Et pour chaque importation, vous avez maintenant, c'est un forfait. C'est comme un abonnement. Si vous allez importer 5 drones, ben vous allez payer un montant. Auparavant, 3500 dirhams par an. Et vous importez le nombre que vous voulez. D'accord? Maintenant, c'est un forfait. Hein. C'est-à-dire, ils ont limité. C'est-à-dire, si vous avez 5, on va dire, si vous avez, c'est par nombre. D'accord? Vous payez en fonction de combien de drones ou bien de marchandises vous allez importer.
D'accord. Il y a plusieurs autres questions, je suppose, Oussama, que vous avez, je suppose, ratées, surtout pour Monsieur Paul. Alors, le LIDAR, c'est quoi la valeur ajoutée dans l'agriculture de précision? Et vous avez les contraintes d'application des drones. Et par la suite, vous avez le type de drone, on va dire, que vous pouvez utiliser dans le domaine de l'agriculture de précision. D'accord? Donc, il y a quelques questions. Si vous pouvez juste parler brièvement. Par la suite, il y a d'autres pour moi et pour le Mehdi. Merci beaucoup, Oussama. Je suppose que j'étais clair. Merci. Merci. Concernant les questions, donc il y a d'autres questions de la part de Selwa Mokran. J'ai une question à propos du lidar embarqué sur le drone. Quelle est sa valeur ajoutée dans l'agriculture de précision? Vous pouvez? Et merci beaucoup pour la question. Bon, je pense que le LIDAR n'a pas d'avantage en agriculture de précision. J'ai juste expliqué et qu'on peut l'embarquer sur le DJI Matrix 300 en fait. Mais en citant les drones, bon, je ne devrais pas le mettre bien sûr, en citant les drones qui aident à faire l'agriculture de précision, je pense que je n'ai pas parlé de ça. Parce que le LIDAR, c'est un capteur qui coûte cher et je ne vois pas aussi son trop truc. Ouais, son importance. Et aussi une autre question. Les contraintes d'application des drones. Oui, El Médier veut dire quelque chose. Oui. Pour moi, honnêtement, je n'ai pas travaillé avec l'IDAR en agriculture de précision, mais il y a une valeur ajoutée. Donc, par exemple, pour les grands terrains, on peut cartographier un terrain avec l'IDAR pour avoir, bien sûr, le relief. Par exemple, parfois, il y a des pentes qui vont influencer le drainage de l'eau. Voilà. Donc on peut utiliser ça pour bien maîtriser la terre. Voilà. Je pense que ça va être parmi les utilités de l'IDAR en agriculture.